Je vous le dis sincèrement, j'étais bouffi de haine et de ressentiment. J'aimerais inciter la diaspora à venir au pays, à rentrer au pays. Tournons la page et maintenant écrivons des pages beaucoup plus belles pour le Congo. Lisanga va s'imposer par la qualité de son travail pour le Congo et pour le peuple congolais. Je suis un Congolais qui aime son pays, un Congolais qui a au centre de ses préoccupations l'essor du Congo, le bien-être du peuple congolais. J'étais quand même quelqu'un de revendicatif, de très vindicatif contre le régime et même contre le président de la République. J'aimerais inciter la diaspora à venir au pays, à rentrer au pays. Que maintenant il y a la liberté d'expression dans ce pays. Mes sincères regrets à toutes les personnes que j'ai pu heurter par mes propos, à toutes les personnes dont j'ai pu froisser la sensibilité par mes faits et gestes, que ces personnes, en commençant par le chef de l'État lui-même, voilà, le président de la République, mais que ces personnes aussi soient de la diaspora, qu'elles soient de l'opposition, ou même qu'elles soient de la majorité. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est toujours un grand plaisir de me savoir devant vous pour un nouveau numéro du magazine Jusqu'au bout. Durant 45 minutes, nous allons essayer de débattre ou d'échanger avec un invité. Celui-là va essayer de faire la lumière sur un certain nombre d'aspects liés à la République démocratique du Congo, liés au développement de la République démocratique du Congo. Et il s'agit d'entendre un digne fils du pays qui se trouve être membre de la diaspora. Il a évolué en dehors de la République démocratique du Congo. Nous allons le découvrir. Ce sera durant l'émission Jusqu'au bout. Pendant 45 minutes, nous irons jusqu'au bout de sa pensée afin que vous l'écoutiez, vous l'entendiez, vous le suiviez. Il s'agit de M. Mena Rollin. Il est secrétaire général de Lisanga. Il est futur candidat à la députation nationale. Et vous avez été très actif dans la résistance, ce qu'on peut appeler le combat de résistance, le combattant, vous n'aimez pas trop. Mais on va peut-être connaître les raisons dans cette émission. Je vous dis bonsoir. Bonsoir, chers compatriotes. Bienvenue chez vous, bienvenue en République démocratique du Congo. Merci. Comment vous vous sentez après tant d'années d'absence, je présume? Mais disons que ce n'est pas la première fois que je reviens au Congo, c'est mon 3e voyage. Ah, ok. Et c'est vrai que la toute première fois, lorsque j'étais venu l'année dernière, vers le mois de juin de l'année dernière, j'avais ressenti quelque chose qu'on ne peut expliquer que si vous-même vous vivez vous la vivez. C'est ce retour sur la terre de vos ancêtres. Ça m'avait fait vraiment chaud au cœur de me retrouver dans mon pays, de voir mes compatriotes, mes frères, mes sœurs, la famille, l'entourage, et toute cette population qui est en train de vaquer à ses occupations. C'était vraiment quelque chose de très fort et de très touchant. Vous êtes M. Mena Rollin, vous êtes secrétaire général de Lisanga. Oui. Expliquez-nous ce que c'est Lisanga, c'est vrai, qu'en Lingala on comprend ce que ça signifie, c'est peut-être un rassemblement, une union, une sorte d'assemblée. Mais c'est quoi Lisanga selon les sens que vous lui donnez? Voilà, tout d'abord, vous avez bien fait de faire la référence à notre langue, parce que pour nous c'était très important de faire les choses autrement. Et nous avions donc décidé de commencer par le nom. Et nous avons choisi ce nom de Lisanga, comme vous le dites, qui signifie l'union, être ensemble, l'unité, la convergence les uns vers les autres. Nous voulions vraiment avoir cet aspect, le mettre vraiment en évidence et choisir un nom bien de chez nous. Alors Lisanga, c'est une association politique qui est basée en France, qui est inscrite dans le journal officiel des entreprises et des associations. Nous avons un numéro d'agrément et donc notre but consiste tout simplement à inciter les Congolais de la diaspora à se mettre ensemble, parce que nous partons du principe qu'on est beaucoup plus intelligent ensemble que chacun seul dans son coin. Donc c'était très important pour nous, se mettre ensemble pour réfléchir sur le pays et pour voir ce que nous pouvons apporter à la République démocratique du Congo à partir de nos expertises acquises en France, à l'étranger notamment, et voilà, être dans cette... dans toute cette idéologie, dans cette vision, pour apporter notre savoir-faire à la République démocratique du Congo, la mère patrie, notre pays, tout simplement. Et vous avez l'intention de, c'est vrai que c'est enregistré, dans le registre, vous l'avez dit, en France,
Est-ce que vous avez l'intention d'implanter la même structure ici chez nous? C'est d'ailleurs la raison de ma présence en République démocratique du Congo. C'est maintenant, j'ai été mandaté par les cadres de l'Isanga à rentrer au pays pour installer la structure ici à Kinshasa et commencer à évoluer désormais à Kinshasa, être au contact des Congolais de l'intérieur, m'imprégner de la réalité du terrain pour apporter encore plus à la réflexion à partir de l'étranger et voir encore mieux ce que nous pouvons faire par la suite. Alors si on devrait vous présenter, ou je vous demanderais effectivement de vous présenter, c'est vrai que je l'ai fait pour les téléspectateurs, vous-même s'il faille vous présenter vis-à-vis de cette opinion qui vous suit, comment vous présenterez-vous? Je suis un Congolais qui aime son pays, un Congolais qui a au centre de ses préoccupations l'essor du Congo, le bien-être du peuple congolais, qui assiste comme ça de loin à tout ce qui se passe en ce qui concerne le Congo et qui voudrait, avec d'autres compatriotes, d'autres personnes de bonne volonté, apporter de la valeur ajoutée à tout ce qui se passe pour répondre tous ensemble aux attentes du peuple congolais. Je pense que c'est la manière la plus simple c'est de cette manière que l'on peut me présenter. Mais beaucoup vous connaissent, M. Mena Rolin, on vous connaît comme étant un combattant, un résistant, farouche, du moins pas au pays, parce que vous aimez bien votre pays, la République démocratique du Congo, aux différentes institutions, aux différents animateurs d'institutions du pays. Alors, qu'en est-il en fait? Qu'est-ce qui s'est passé en fait dans vous? Oui, effectivement, comme tout le monde, j'ai un passé. Je n'aime pas trop ce terme de combattant en ce qui me concerne. D'ailleurs, les combattants eux-mêmes, s'ils nous suivent, ils savent très bien que moi, je me suis inscrit dans le cadre de la résistance. Les combattants n'existaient pas lorsque nous nous sommes engagés politiquement à partir de l'étranger. Et notre but consistait à conscientiser, sensibiliser, mobiliser, informer les Congolais tout d'abord parce que ce sont les premiers concernés et tout autour de nous au niveau de la communauté internationale pour que les choses cessent de se passer telles qu'elles étaient en train de se passer au Congo en particulier, mais aussi dans toute l'Afrique en général. Cette mainmise impérialiste sur notre continent, le fait qu'il y ait aussi un décalage prononcé entre les discours droits de l'homiste des décideurs occidentaux dans leur propre pays et la politique qui est exercée dans nos pays à nous en général en Afrique. Nous trouvions qu'il y avait là un décalage énorme et il fallait donc travailler pour que les choses changent et notre engagement était surtout dans ce sens-là. Donc moi j'ai été très actif, effectivement. J'ai même été très revendicatif et même vindicatif, je le reconnais. Mais c'est vrai qu'après je me suis dit non, cette façon de faire ne correspond pas à ce que je suis exactement, ne correspond pas à l'éducation qui est la mienne. Et j'ai décidé de tourner cette page, suite à beaucoup de choses qui s'étaient passées qui ne me convenaient plus, pour en écrire d'autres, avec d'autres compatriotes, aussi bien de l'extérieur du Congo que de l'intérieur du Congo, être à l'écoute de tout le monde, ne plus seulement avoir un seul son de cloche, mais m'intéresser aussi à mes compatriotes qui sont en République démocratique du Congo, tels que vous autres, pour avoir aussi un autre son de cloche, pour mieux comprendre les choses, puisque vous êtes à même de nous enseigner sur ce qui se passe exactement en République démocratique du Congo. Et nous nous sommes dit que la fusion de toutes ces pensées, l'Isanga, vous voyez, on revient toujours à ça, la fusion de toutes ces pensées pourrait apporter quelque chose de superbe, quelque chose de fort, quelque chose de beau pour le Congo. Nous en sommes convaincus. Alors, vous aimez beaucoup votre pays. Je crois que j'ai pu voir les éléments, les indicateurs qui intervenaient depuis un bon bout de temps. Alors, que représentent, selon vous, quels sont les événements qui ont concouru pour qu'à un moment donné, vous disiez, bon, ok, c'est bon, je fais un halt, j'ai une sorte de déclic pour que j'écoute peut-être un autre son des cloches, que je m'imprègne moi-même de réalité sur le terrain. Quels sont les événements qui ont concouru pour parvenir jusqu'à cet étape? Les événements, ils ont été nombreux. Je pense qu'on n'aurait pas assez de toutes les missions pour les énumérer. Mais je peux dire en un seul mot que c'est la succession justement de ces événements qui me décevaient, qui ne correspondaient pas, comme je vous l'ai dit en liminaire, à ce que je suis, à ce que je veux pour le Congo, à ma vision, à mes idéaux pour le Congo, qui m'ont poussé, qui ont provoqué ce déclic, comme vous dites, mais moi je dirais plus, qui m'ont poussé à écouter aussi d'autres personnes, afin de me faire une intime conviction, ma propre conviction,
et ensuite progresser selon ma vision, je me répète à bon escient, ma vision, mes idéaux et ce que je veux vraiment pour mon peuple. Voilà, et d'ailleurs, de ce point de vue, vous faites bien de me poser cette question, parce que c'est l'un de mes chevals de bataille. J'aimerais inciter la diaspora à venir au pays, à rentrer au pays. Cette diaspora qui est outillée, qui est mature, qui est compétente, voilà, composée de médecins, d'ingénieurs, d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise, voilà, même d'étudiants, et qui a toutes les compétences pour faire de telle sorte justement que nous puissions tous ensemble redessiner valablement les pourtours de la politique nationale congolaise. Donc cette diaspora, elle est en attente, elle est négligée. Ça, j'ai eu l'occasion d'ailleurs d'en parler avec notre frère Yvon Ramazani, pour ne pas le citer. Cette diaspora, elle est négligée, elle est abandonnée à elle-même, en quelque sorte, abandonnée à elle-même en ce qui concerne le pays, hein. Pas en ce qui concerne ses activités sur le terrain, mais en ce qui concerne le pays, je trouve qu'elle n'a pas l'écoute qu'elle mérite. Et donc moi je me suis donné cette mission-là, de représenter cette diaspora à travers l'Isanga, de venir au pays, de parler en son nom. Certains m'ont donné ce droit, cette permission de parler en leur nom, et de montrer à nos compatriotes tels que vous, qui êtes ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo, que nous avons tout intérêt à être ensemble. Vous voyez, encore une fois, l'Isanga, à être ensemble, à réfléchir ensemble et à trouver les voies et moyens qui pourraient nous aider à faire de telle sorte que tous les actes que nous posons répondent aux attentes du peuple congolais. Alors justement, je sais que c'est une page que vous n'aimez pas trop évoquer ici, vu que vous aviez dit dès le départ de l'émission, vous étiez en train de tourner, d'écrire une nouvelle page. Oui. Je rappelle que vous avez été à l'Apareco, pratiquement le représentant de cet Apareco dans toute l'Europe, si je ne me trompe pas. Oui. Mais aujourd'hui, vous voir rentrer au pays, ça vous donne une autre coloration, c'est long. Est-ce que j'ai dû entendre, est-ce que j'ai dû voir sur les réseaux sociaux, et on vous accuse d'être un acheté, un vendu, je ne sais pas comment. Alors comment avez-vous réagi vis-à-vis de ces publications? Non, ça ne m'étonne pas, parce que c'est de bonne guerre en ce qui concerne la diaspora. Une fois que vous avez décidé de suivre une autre route, vous savez, vous êtes taxé de collabos, vous êtes taxé de toutes sortes de noms d'oiseaux. J'aimerais inciter la diaspora à venir au pays, à rentrer au pays. Mais bon, vous savez, lorsqu'on rentre en politique, on doit s'accommoder de cela, on doit l'accepter, on doit vivre avec, composer avec, et ne pas trop, comment dirais-je, rester fixé là-dessus et suivre sa route. Mon but aussi, c'est de faire comprendre à cette diaspora, et même aux Congolais qui sont ici, à nos frères congolais qui sont ici, que ce n'est pas parce qu'on rentre au Congo que l'on devient membre de la majorité présidentielle, du PPRD, que l'on est membre du PPRD, ou même de l'opposition, ou même qu'on a été acheté par le président de la République, M. Joseph Kabila Kabange, le chef de l'État. Non. Certaines personnes doivent comprendre que nous ne raisonnons pas tous selon l'épaisseur des billets verts. Nous sommes des hommes de conviction. Je suis un homme de conviction. Lorsque je fais un choix, je m'y attelle, je fonctionne, j'avance selon mes idéaux, selon les principes qui sont les miens, et selon l'endroit que je veux exactement atteindre, selon ce que je me suis fixé comme objectif. Voilà, c'est ce qu'on appelle être quelqu'un de conviction, tout simplement. Et bien, des hommes de conviction, il en existe à l'extérieur du Congo, il en existe ici, à l'intérieur du Congo, et j'ai eu l'honneur de parler avec eux, d'échanger avec eux, et le résultat de tous ces échanges m'ont confirmé dans ce que je suis en train de penser. Le fait que nous devons vraiment être ensemble pour le Congo, peu importe nos tendances philosophiques, religieuses, voilà. Ce qui compte, ce n'est que l'on soit de la diaspora. J'ai déjà eu l'occasion de le dire lors d'un précédent voyage, que l'on soit de la diaspora, que l'on soit de la majorité présidentielle, que l'on soit de l'opposition, à la rigueur, cela importe peu. Le plus important, c'est que les uns et les autres, nous soyons réellement, profondément, sincèrement pour le peuple congolais. Que nous ayons vraiment, mais alors là, vraiment, au centre de nos préoccupations, j'aime bien le dire, je me répète souvent, au centre de nos préoccupations, l'essor du Congo, le bien-être du peuple congolais, et que nous soyons dans la capacité de vivre la politique autrement, et la politique autrement se façonne ensemble. Voilà, j'aime bien ce terme qui fait toujours référence à notre appellation l'Isanga.
Alors on va passer cette page-là, mais justement vous avez évoqué au début de l'émission l'impérialisme dont est pratiquement victime l'Afrique d'une certaine manière. Alors vous qui habitez en Occident, vous qui avez pratiquement passé l'essentiel de votre vie, alors je voudrais savoir qu'est-ce que l'Afrique représente vis-à-vis des Occidentaux. Est-ce que nous sommes des partenaires? Est-ce que c'est une main faible qu'il faille secourir, ou bien c'est une main faible qui doit avoir quelque chose provenant du dessus? Essayez un peu de nous expliquer ce que vaut l'Afrique vis-à-vis de l'Occident. Dans votre question, il y a une partie de la réponse. Je pense que malheureusement, les Occidentaux nous considèrent comme des êtres faibles, comme des puissances, entre guillemets, qui sont inférieures. Et vous savez, en politique, c'est comme dans la jungle, c'est la loi du plus fort qui s'impose sur le plus faible. Et nous, malheureusement, en Afrique, nous avons tendance à tendre la main. Et vous savez qu'il y a un adage qui dit que la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Et ça, nous devons arrêter. Il y a des causes endogènes dans tout ce qui arrive à la République démocratique du Congo en particulier, et même à l'Afrique en général. Bien entendu, il y a des causes exogènes aussi, avec cet impérialisme, cette mainmise des Occidentaux sur l'Afrique en général et sur notre pays en particulier, au vu des richesses énormes qui sont les nôtres. Mais nous avons aussi notre part de responsabilité dans ce qui nous arrive. Et nous, notre solution pour que les Occidentaux nous considèrent comme étant des interlocuteurs valables, et non pas comme étant des sous-hommes sur lesquels on peut s'imposer de la manière que l'on veut, je pense que nous avons un travail à faire ensemble. Nous devons montrer à ces personnes, à toutes ces puissances extérieures, que nous sommes capables de nous auto-gérer, de nous auto-administrer, que l'aide extérieure est la bienvenue à condition que nous la sollicitions pour que nous puissions bien avancer ensemble, et non pas que nous fassions appel à cette aide dans le but de bénéficier de certaines choses et surtout dans des agendas égocentriques. Non, c'est vraiment dans l'intérêt du plus grand nombre que nous devons faire le travail qui est le nôtre afin de nous imposer, et je me répète encore, afin d'être considérés comme des personnes qui sont capables, qui sont valables, des interlocuteurs avec lesquels on peut et on doit composer. C'est à nous de faire ce travail parce que les Occidentaux ne le feront pas à notre place, c'est évident. Voilà qui est bien dit, justement, ça me permet d'ouvrir une porte qui m'amène vers vos objectifs, votre envie, votre mission principale, celle de pouvoir être pratiquement en contact avec la population, et pourquoi ne pas la représenter dans les instances officielles, c'est-à-dire par exemple député national, vu que vous êtes candidat, vous dites que vous serez candidat député national pour la circonscription de la Lukunga, donc Mbinza et ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à avoir cette ambition? Tout simplement, comme je vous l'ai dit en liminaire, le fait d'avoir en moi ce besoin d'avenir pour le Congo. Voilà, c'est vrai que j'ai eu la grâce d'arriver en Occident très jeune, avec mes parents. Je suis arrivé en Europe à l'âge de 5 ans. Wow. Voilà, maintenant j'ai un demi-siècle bien entamé. Vous voyez que ça fait beaucoup. J'ai vécu là-bas, j'ai étudié là-bas. Voilà, j'ai passé mes études primaires, secondaires, universitaires. Je suis entré dans la vie active. Je me suis marié, j'ai eu des enfants. Et donc, comme vous l'aviez dit vous-même en me présentant tout à l'heure, j'ai passé la très grande partie de ma vie en Occident. Donc j'ai appris des choses, j'ai été formé. Et au vu de ce qui se passe dans mon pays, je me suis dit, quelque part, je pense avoir une mission. C'est tout simplement d'apporter à la République démocratique du Congo ma petite pierre, tout ce que j'ai appris à l'extérieur, de l'amener maintenant à l'intérieur. Cette façon de penser, cette nouvelle mentalité qui est la nôtre, ce besoin d'avenir, je me répète, excusez-moi, le fait qu'au Congo, il y a des compétences aussi, mais que nous les ignorons, donc nous avons besoin d'apprendre aussi de nos compatriotes qui sont directement sur le terrain. Nous avons aussi cette envie de leur apporter notre expertise, et c'est vrai, ce besoin de travailler ensemble pour redessiner valablement les pourtours de la politique nationale congolaise, comme je le dis régulièrement. Voilà, c'est tout ça qui me donne envie de participer à l'essor économique de mon pays
en entrant par la porte de la politique, bien entendu, et en apportant ses idées, en participant aux lois de la République, en imaginant des nouvelles règles, des nouvelles lois qui pourraient répondre aux attentes de nos compatriotes. Et lorsque vous échangez avec cette population-là, qu'est-ce qu'elle vous dit? Parce que je sais que généralement, vous avez peut-être le temps d'échanger avec votre future base. Et qu'est-ce qu'elle vous dit par rapport à ce qu'elle a comme tableau de l'homme politique congolais? Vous savez, j'ai décidé de m'installer dans la cité. Les premiers voyages, je m'étais un peu installé dans une tour d'ivoire et cela m'avait été reproché. Hein, voilà, mon apoto, non. Là, j'ai décidé de vivre avec les Congolais, pour reprendre une formule chère à notre Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. Voilà, il disait, en parlant de certains Français, la France d'en bas. Moi, j'ai décidé d'être en contact avec le Congo d'en bas. C'est-à-dire de vivre au jour le jour avec mes compatriotes qui sont dans la cité, pour bien les comprendre, pour parler avec eux et surtout pour qu'ils m'enseignent sur leur façon de voir les choses, sur leur perception des choses et sur le ressenti qu'ils ont de la politique qui est appliquée. Voilà. Et donc, en parlant avec eux, c'est vrai qu'ils m'ont dit une chose. Hein. Monsieur Mena, omoni ndengo yeboye, biso tozana posa ya bato sika, c'est vrai. Tozana posa mentalité à sika ya bato bozo utana poto, mais soki bozo ya awa pona ko baxela biso français likolo à français, otoyo kara awa ça ne nous intéresse pas. Mais soki boye avec la détermination d'apporter votre savoir-faire pour que tous ensemble nous puissions évoluer, alors vous êtes le bienvenu. Ben, j'ai retenu cela et j'ai décidé d'avancer comme ça. Alors c'est une très bonne chose. Je crois que la personne a dit tout ce qu'il fallait dire, parce que les politiciens, on les connaît chez nous et tout ça. Et pour une campagne électorale, M. Mena, vous connaissez les habitudes, et chez nous, c'est vrai que ça fait pratiquement plus d'un siècle que vous n'êtes plus venu. Effectivement, vous étiez en contact avec le Congo, oui, bien sûr, mais que vous avez vécu à l'extérieur. Vous savez quels sont les us et coutumes qui interviennent lors de la campagne pour la députation nationale. Mais il est vrai que la population aussi a changé des idées. Tout à fait. J'en connais des gens qui ont déversé des milliers de dollars et qui n'ont pas réussi. Ce sont des idées qui valent de l'or maintenant, parce que je crois que les meilleurs élus à l'époque de 2011, c'était même quelqu'un qui n'avait pas conséquemment de moyens et qui s'est fait élire. Donc vous pensez que ce sera facile pour vous d'expliquer votre philosophie à cette population? Non, rien n'est facile dans la vie. Hein. Quand on veut faire des grandes choses, rien n'est facile. Il faut bien entendu être aidé, il faut être à l'écoute. Et j'ai besoin de cette aide de la part des compatriotes congolais. J'ai besoin des Congolais qui sont là, qui m'accompagnent, avec lesquels nous sommes au jour le jour. J'ai besoin qu'ils m'enseignent. Je suis venu aussi pour apprendre. J'ai besoin qu'ils m'apprennent certaines choses pour pouvoir avancer beaucoup mieux. J'ai besoin d'être avec eux pour que nous puissions ensemble faire certaines choses, écrire des plus belles pages que tout ce qui nous a été présenté auparavant. Non, je sais que ce ne sera pas facile, que je suis rentré dans une voie qui est âpre, mais bon, il faut avoir le courage, il faut avoir l'envie, il faut avoir la volonté, la détermination, et voilà, s'imprégner de ce qu'il y a sur le terrain, vivre sur le terrain, et ne pas rester à 8000 km en train de critiquer, en train d'élaborer des rumeurs, des mensonges, des choses comme ça. Non, il faut venir sur le terrain, travailler sur le terrain, rien ne nous l'empêche. Moi, je suis en train de le vivre, hein. Ce n'est pas des choses que j'entends ou que l'on m'a dit. Non, ce sont des expériences personnelles que je vis directement ici sur le terrain. Et je pense que oui, j'ai besoin de mes compatriotes pour pouvoir réussir. Puisqu'on va parler de l'Isanga, on va parler de votre plateforme, de votre structure. Est-ce que vous savez quelle est l'image que le Quinois particulièrement, le Congolais a du Djika, comme on vous appelle, le membre de la diaspora qui généralement venait avec beaucoup de valises, remplies de parfums, d'habits, tout ça. Effectivement. Alors on a du mal à croire que ceux-là peuvent concourir pour le développement de la République démocratique du Congo. Alors parlez-nous un peu de ceux qui composent l'Isanga. Est-ce qu'il y a un autre type d'animateurs de la diaspora que ceux que nous avons l'habitude de voir pratiquement à chaque vacances? Mais oui, bien sûr. Hein. C'est marrant la question que vous me posez parce que j'en parlais encore pas plus tard qu'hier soir avec certains compatriotes dans le quartier. Et je leur faisais comprendre parce qu'ils se plaignaient quand même de l'action des combattants, des résistants. Voilà, vous êtes toujours à l'extérieur en train de critiquer. Mais pourquoi est-ce que vous ne venez pas ici? Et lorsque vous venez ici, vous vous comportez de façon hautaine. Vous faites pratiquement dans le tourisme sexuel. Voilà, vous nous prenez de haut. Et j'étais à l'écoute de ça. Hein. J'étais vraiment à l'écoute de ça. Et effectivement, je leur ai fait comprendre une chose. Attention.
la diaspora n'est pas composée que de combattants et de résistants tels que nous l'étions. Non. Dans la diaspora, vous avez des responsables, vous avez des Congolais qui sont médecins, qui sont journalistes, qui sont entrepreneurs, chefs de famille responsables. Voilà. Toute cette diaspora-là ne se reconnaît pas spécialement dans la forme de combat que nous étions en train de mener. Et cette diaspora, j'ai été au contact avec elle, elle me disait même, mais qu'est-ce que tu fais là, Roland? Écoute, nous avons besoin d'être représentés par quelqu'un qui nous ressemble et au travers de laquelle nous nous reconnaissons aussi. Nous avons besoin de voir une personne qui est mature, de nous reconnaître dans une certaine façon de faire. Nous avons envie de venir au Congo, nous avons envie de venir apporter notre expertise et tout ça. Vas-y, représente-nous et puis donne une autre image que celle négative que nos compatriotes ont de nous en République démocratique du Congo. Voilà aussi une mission que je me suis donnée. Faire comprendre à ces compatriotes, à nos compatriotes qui sont ici, oui, que dans la diaspora, il y a de tout. Il y a des combattants qui sont vindicatifs, qui sont extrêmes, qui sont radicaux, mais il y a des combattants avec lesquels vous pouvez aussi parler, qui se plaignent d'une certaine politique qui n'est pas bien menée en Afrique en général et au Congo en particulier. Vous avez des personnes qui ne se revendiquent pas être combattants, mais qui ont le souci du Congo aussi. Vous savez, le Congo, c'est notre héritage commun aux uns et aux autres. Hein. Le Congo n'appartient pas à une classe, à une catégorie bien déterminée. Le Congo est notre héritage commun. C'est pour cela que nous l'appelons la mère patrie. Cette mère patrie, maintenant, nous devons tous retrousser les manches pour veiller sur ses intérêts. Ces intérêts sont aussi à l'extérieur du pays. Ce que nous faisons à l'extérieur est l'aura de notre pays. Voilà, donc je pense que nous devons, à ce niveau-là, être conscients de la capacité de notre capacité de nuisance lorsque nous faisons mal les choses. Tout ça se fait au détriment de la nation. Donc nous devons vraiment tenir compte de cela pour faire les choses comme il se doit. Quel est l'objectif poursuivi par les animateurs, du moins? Je ne dis pas les résistants ou les combattants, je parle des animateurs qui voudraient apporter leur pierre à l'édifice qui est la reconstruction de la République démocratique du Congo. Il faut vraiment que cette maison soit finie. Est-ce que vous êtes toujours appelé, ou bien vous êtes toujours facilement emballé par l'idée selon laquelle il faille chaque fin du mois aller dans une agence de transfert d'argent pour envoyer quelque chose à Kinshasa, ou bien il serait beaucoup plus préférable que vous veniez ici et que, au lieu d'envoyer de l'argent, que vous preniez vos Congolais comme des agents ou des employés dans vos entreprises? Ça ne vient pas à l'esprit généralement? Voilà, tout à fait. Vous savez, en Europe, nous n'avons pas une vie facile non plus. Hein. Oui. Nous nous battons, voilà, comme tout le monde. Hein. Bien sûr, nous avons un certain confort qu'on ne retrouve pas ici. C'est vrai, on ne va pas cracher dans la soupe non plus. Mais c'est vrai que nous avons des charges et que pour nous, ce serait bien mieux de venir investir ici, comme vous le dites, hein, avec beaucoup de pertinence et d'objectivité, venir ici, construire et participer à l'essor économique du pays. Ce sera même beaucoup plus facile pour nous là-bas à l'extérieur. Voilà, de savoir que nous avons fait un travail et que ce travail bénéficie à nos compatriotes et ce travail permet à nos compatriotes aussi de s'auto-administrer. Ça, c'est très important pour nous et c'est quelque chose aussi sur laquelle nous sommes concentrés dans tout cet engagement politique qui est le nôtre. Oui, parce qu'on constate que les Indo-Pakistanais viennent, ils évoluent bien. Voilà. Et moi, c'est quelque chose qui m'a surpris. Hein. Je me suis posé la question, mais je me suis dit, mais c'est quand même incroyable hein, que nous ayons au niveau de la diaspora toute cette compétence qui hésite à venir s'installer au Congo, alors que quand vous venez au Congo, vous voyez, on n'est pas contre eux, bien entendu, hein, nous avons besoin d'eux aussi. Vous voyez des étrangers, des Pakistanais, des Indiens, des Turcs, des Chinois, qui sont là en train de s'enrichir, qui sont en train de se frotter les mains, alors qu'ils sont à l'étranger. Pourquoi pas nous, autres fils du pays, pourquoi ne devrions-nous pas faire la même chose? Pourquoi ne pourrions-nous pas faire la même chose? Pourquoi ne pas s'engager aussi dans ce sens-là pour apporter de la valeur ajoutée à la République démocratique du Congo? C'est interpellant et c'est très important. Mais quels sont les discours que vous êtes en train maintenant je ne voudrais pas dire inculquer, ou bien que vous êtes en train de placer, de loger dans les cerveaux des enfants qui sont nés
nos frères congolais qui sont vos enfants, qui sont nés là-bas, et qui n'ont comme culture que ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils connaissent là-bas. Qu'est-ce que vous êtes en train de leur dire vis-à-vis de leur pays? Est-ce qu'ils gobent toujours l'information selon laquelle ça ne va pas, on viole les gens, on tue, on fait ceci, ou bien vous leur dites que quel que soit le confort dans lequel ils vivent, il y a quand même un endroit d'où ils proviennent? Est-ce que vous leur demandez aussi de regarder de temps en temps ce Congo-là et de voir si leur expertise prise effectivement à l'Occident peut être profitable au pays? Je parle de votre expérience personnelle. Oui, bien sûr. Mais dans la question que vous posez, ça se voit que vous allez souvent en Europe. Hein? Bon, dans le cas d'émission, oui, de temps en temps. Bon, ben voilà, donc vous êtes en contact avec les compatriotes qui sont là-bas. Mais bien sûr, vous avez tout à fait raison. Nous, ce que nous devons faire et ce que nous faisons, nous devons d'ailleurs continuer dans ce sens, c'est de faire comprendre à nos enfants que malgré tout ce qu'ils entendent, malgré tout ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, parce que vous savez que nos enfants là-bas, ils sont toujours sur Internet, ils sont très actifs, ils sont curieux, ils cherchent à savoir tout ce qui se passe au Congo, malgré les mauvaises nouvelles qu'ils puissent entendre de ci, de là, tout n'est pas noir au Congo, bien au contraire. Le Congo est un chantier qui ne demande qu'avoir des ouvriers compétents. Et ces ouvriers compétents, nous leur disons, c'est vous. Nous commençons quelque chose aujourd'hui, nous sommes la petite allumette qui va provoquer un grand feu, mais le grand feu, ça va être vous. Nous commençons un travail, nous sommes en train d'abattre un travail. À vous maintenant d'être les, comment on les appelle, les ouvriers de maintenance du travail que nous commençons, pour faire encore beaucoup mieux que ce que nous avons entamé. Voilà ce que nous disons à nos enfants. Mais maintenant, il est évident que si nos enfants voient que par notre engagement, nous traversons toutes sortes de difficultés, cela ne va pas les encourager. Maintenant, c'est aux autorités aussi, j'en appelle aux autorités, à ne pas négliger cette diaspora, à permettre à cette diaspora qui a besoin de rentrer au Congo, de pouvoir s'exprimer librement, de vaquer à ses occupations commerciales, qui scientifiques, qui au niveau de l'agriculture et tout ça, et à faciliter la venue de toute cette masse en République démocratique du Congo. Et là, sincèrement, j'en appelle aux autorités et je pense que c'est à elles aussi de faire un travail à ce niveau-là. Je voudrais un peu avoir votre lecture, M. Mena, si vous le permettez, au sujet de ces dispositions constitutionnelles qui évoquent effectivement l'exclusivité de la nationalité congolaise et tout ça. Vous pensez qu'elle est toujours d'actualité? C'est un problème, hein? C'est un sérieux problème. Parce que imaginez maintenant, moi par exemple, je prends mon cas, parce que c'est le cas que je connais le mieux. J'ai des enfants qui sont congolais. Moi-même, malgré le nombre d'années que j'ai passé à l'extérieur, je suis resté congolais. Ah bon? Oui, jusqu'à présent, j'ai ma carte, j'ai mon passeport congolais, j'ai ma carte d'électeur et j'ai une carte de séjour. Je n'ai pas une pièce d'identité française, j'ai une carte de séjour en tant que résident étranger. Wow. Voilà. Mais j'ai des enfants qui sont français, qui ont préféré prendre la nationalité française. Alors ces enfants-là, je prends l'exemple de ma fille qui est en 2e année de médecine. Lorsqu'elle aura terminé ses études, elle a 20 ans, lorsqu'elle aura terminé ses études, elle est française et si elle veut venir s'installer au Congo, participer à la vie active, économique, sociale, politique ici en République démocratique du Congo, elle sera coincée avec cette histoire. On va dire qu'elle est étrangère, elle n'a pas le droit de... On va dire que tu es étrangère, alors qu'elle est de parents congolais. Mais comme elle a acquis la nationalité française, on va lui fermer certaines portes. Et ça c'est dommageable, alors que il y a un apport qui est là. Hein. Il y a de ces nations qui sont ouvertes vis-à-vis de ça. Et voilà, justement. Et je pense que nous, le Congo, on est à la traîne et il revient aux législateurs de travailler sérieusement sur ce dossier pour rééquilibrer les choses et pour que nous fassions comme tous les pays qui acceptent la double nationalité. Moi, personnellement, en tant que député national, si bien entendu le peuple m'accorde sa confiance, je travaillerai sur ce dossier et j'inciterai les autres, mes compatriotes députés à travailler sérieusement sur ce dossier-là. Visiblement, c'est à l'unanimité que les gens commencent, même au niveau de la population, on commence à se dire que ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. Aujourd'hui, vous savez, nous sommes en pleine mondialisation. Les intérêts sont partagés. Voilà, on ne peut pas se permettre, nous, au niveau de la République démocratique du Congo, de négliger tout cet apport intellectuel qui ne pourrait que apporter des richesses à notre pays et surtout des compétences en termes de capacité humaine et en termes de capacité d'investir au Congo dans tous les domaines. Hein. Voilà, moi j'ai parlé de la médecine, mais j'ai des compatriotes là-bas qui sont dans d'autres domaines aussi et dont les enfants sont brillants. Mais alors, revenons à l'Isanga. Ceux qui vous suivent ou bien qui ont été
qui sont tombés amoureux effectivement des idées que vous êtes en train de mettre sur la table ici. Oui. Et qu'est-ce que vous êtes en train de mettre comme plateforme, si ce n'est pas un secret? Qu'est-ce que vous imaginez faire d'ici là? Est-ce qu'il y a des descentes sur le terrain? Est-ce qu'il y a des conférences que vous animerez? Et c'est vrai que dans les émissions, la mienne elle est suffisamment réservée effectivement pour ce genre d'initiatives. Mais dites-nous un peu ce que vous prévoyez de faire dans un avenir proche. En tout cas, je suis déjà en train de faire un travail, je vous l'ai dit en liminaire. La première chose, c'est d'être en contact avec les Congolais d'en bas. Ce n'est pas réducteur, hein. C'est pour simplement faire comprendre que bon, il y a des personnes qui sont plus au fait des difficultés du quotidien et qui peuvent nous enseigner là-dessus pour que nous aussi, en tant que responsables politiques, nous puissions évaluer ou réévaluer nos stratégies. Donc voilà, de ce côté-là, c'est ce que j'ai fait dans un premier temps. Deuxièmement, j'ai décidé d'être en contact avec les autorités actuelles, d'être en contact avec des honorables tels que vous. Au niveau des journalistes, je rencontre vos compatriotes, voilà, je vous ai rencontré vous, parce que je pense que vous pouvez aussi m'enseigner sur beaucoup de choses. Hein, j'ai des lacunes que vous pouvez m'aider à combler. Et faire sur le Congo d'en bas, oui, effectivement, à ce niveau-là. Voilà, faire comprendre aussi aux autorités qu'elles n'ont pas à avoir peur de nous, à se méfier de nous. Nous sommes venus pour participer à l'essor économique du pays. Je me répète, hein, parce que c'est important. Nous sommes venus parce que nous avons ce besoin de redessiner valablement les pourtours de la politique nationale congolaise, dans l'intérêt du plus grand nombre, bien entendu. Et voilà, il y a ce travail qui est en train de se faire. Ce travail aussi d'implantation de l'Isanga, avoir des locaux, voilà, avoir du personnel, une adresse et tout ça. Voilà, une adresse, notre agrément qui tarde toujours. J'en appelle d'ailleurs au ministre de l'Intérieur de penser à notre agrément que nous avons déjà déposé, mais qui tarde encore à venir. Et voilà, donc nous implanter et puis avancer, commencer à travailler. Avec bien entendu toutes les personnes de bonne volonté au niveau de la République démocratique du Congo. On va dire non à un parti politique de plus, ce n'est pas ça? Les gens disent déjà que nous avons pratiquement près de 400, peut-être 500 déjà, ou 600 partis politiques. Déjà, il y a l'Isanga qui va venir, ce ne sera pas un parti politique de plus sur la scène politique congolaise? Vous savez, cette question m'a déjà été posée et je vais donner toujours la même réponse. Le fait qu'il y ait une multitude de partis politiques, nous personnellement, ça ne nous dérange pas, parce que nous considérons ces partis politiques comme étant des chars de combat. Maintenant, nous leur disons à tous ces partis politiques que voilà, l'Isanga vient, l'Isanga apporte sa pierre à l'édifice et l'Isanga veut s'imposer. Nous n'allons pas nous imposer en étant condescendants, en étant hautains, en regardant les autres de haut, en faisant dans les insultes, dans le manque de considération. Non. L'Isanga va s'imposer par la qualité de son travail pour le Congo et pour le peuple congolais. Ensuite, ce sera au peuple congolais de voir qui de nous, qui des uns et des autres est sérieux et qui des uns et des autres ne l'est pas. Le peuple souverain, n'oubliez pas, lorsqu'on parle du peuple souverain, on ne parle pas de Roland Mena. On ne parle pas de M. Blaise. On parle de Roland Mena et de M. Blaise, qui composent le peuple. Voilà, donc ce sera à ce peuple maintenant de décider et d'accorder sa confiance aux plus méritants. Et nous, justement, si nous rentrons dans l'arène du combat politique, c'est pour avoir la confiance de ce peuple. Donc nous allons faire un travail. Vous êtes arrivé non pas par un véhicule blindé de la MONUSCO, encore moins par... en tout cas, moi, je n'ai pas vu de militaires qui vous accompagnaient ou quoi que ce soit. Et ceux qui vous suivent ou qui ont été dans le même combat que vous, qui voudraient peut-être aussi venir vous accompagner et tout ça, voudraient peut-être savoir quelle a été la procédure qui vous a permis effectivement d'arriver de revenir de temps en temps au Congo. Effectivement, parce que quand vous revenez, les gens vous taxent directement de PPRD ou je ne sais pas quoi, alors que, bon, en tout cas, je vous ai vu en bon citoyen arriver calmement, sans être gêné par quoi que ce soit. Tout à fait. C'est facile d'arriver finalement après tout le travail que vous avez abattu quand vous revenez au pays, c'est facile? Écoutez, c'est vrai qu'à chaque fois que je suis venu, excusez-moi, j'ai été appelé par les services de sécurité, c'est tout à fait normal. Étant donné mon activisme, voilà, j'étais quand même quelqu'un de revendicatif, de très vindicatif contre le régime et même contre le président de la République. C'est vrai. Bon, maintenant, j'arrive au Congo, je rentre comme ça. Voilà, il faut quand même qu'on cherche à savoir ce que je suis venu faire, ce que je veux exactement. Voilà, j'ai été interrogé par la DGM, hein, voilà, c'est ça, par l'ANR, j'ai été interrogé par la DEMIAP, voilà. Ils ont fait leurs enquêtes et puis ils se sont rendus compte que oui,
Je venais vraiment pour investir dans mon pays, au niveau politique, mais aussi pour installer mes affaires ici et pour participer à l'essor économique de mon pays. Cela se fait dans tous les pays, vous savez. Hein. Ce n'est quand pas on est déjà taxé, quand on est figé. Voilà, quand vous entrez dans un pays alors que vous avez un certain passé, on cherche à savoir ce que vous voulez faire exactement. Même chez nous en France, ça se passe comme ça. Bon, les services ont fait leur travail, donc j'estime que l'État fonctionne bien. Il n'y a pas besoin d'en faire un fromage. Ce n'est pas une particularité qui a été imposée à Roland Mena. Non, non, pas du tout. Mais ce que je retiens, et je me suis même posé la question de savoir si cela aurait pu se faire sous la Deuxième République, c'est que maintenant il y a la liberté d'expression dans ce pays. Il y a la liberté d'expression, on peut parler, on peut faire certaines choses, on peut s'installer. Et voilà. Du moment où on évoque les idées, on n'est pas voilà, si vous êtes là avec des idées, etc. Mais j'aimerais aussi dire une chose, parce que vous savez, moi je suis chrétien, je ne peux pas prétendre être chrétien et avoir l'esprit Lisanga sans avoir fait d'abord la paix avec moi-même. Très bien. Sans avoir fait la paix, parce que j'étais quelqu'un qui était bouffi de haine, hein. Je vous le dis sincèrement, j'étais bouffi de haine et de ressentiment, d'où donc tout cet activisme vindicatif, mais j'ai fait la paix avec moi-même. Et puis j'ai décidé de faire la paix aussi avec tous les autres. Et je profite de l'occasion que vous me donnez, de ce passage à votre émission. Je vous en prie. Merci beaucoup, pour présenter mes sincères regrets à toutes les personnes que j'ai pu heurter par mes propos, à toutes les personnes dont j'ai pu froisser la sensibilité par mes faits et gestes, que ces personnes, en commençant par le chef de l'État lui-même, voilà, le président de la République, mais que ces personnes aussi soient de la diaspora, qu'elles soient de l'opposition, ou même qu'elles soient de la majorité. Parce que j'estime que je ne peux pas prétendre avoir l'esprit Lisanga en ayant tous ces ressentiments, et puis en ayant aussi provoqué en ayant été à la base de toute cette haine. Voilà, donc je pense qu'il faut se débarrasser de cela. C'est pour ça que je vous dis. Là, vous êtes clean, même en tant que chrétien, quand on se lave de tout ça, on est clean. Exactement, c'est le chrétien qui s'exprime cette fois-ci. Tournons la page et maintenant écrivons des pages beaucoup plus belles pour le Congo en nous disant que tout n'est pas noir ou blanc en République démocratique du Congo. Ne soyons pas manichéens. Il n'y a pas d'un côté les bons et de l'autre côté les méchants. Voilà, nous sommes tous les filles et les fils d'un pays. Ce pays ne va pas très bien, nous en sommes conscients, toutes et tous. Il convient maintenant de retrousser les manches et d'abattre un travail qui ira dans le sens des attentes de nos populations. Voilà le message important que je voulais aussi transmettre et je vous remercie de m'avoir permis de le faire. Il est mignon ce message, mais maintenant il y a quelqu'un qui vous suit et qui est séduit par votre discours. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dire quoi? Il vient à Digital me voir moi, ce qui n'est pas évident, je ne saurais pas quoi vous dire. Oui. Et est-ce qu'il n'y a pas, vous n'avez pas encore mis une structure provisoire, ou bien vous n'avez pas encore des installations provisoires qui vous permettent effectivement d'échanger avec tous ceux-là qui émettent l'envie effectivement de venir pour échanger avec vous, savoir comment est-ce que vous pouvez faire ensemble que le pays soit beaucoup plus beau qu'avant. Tout à fait. Bon, déjà, je suis facilement accessible sur les réseaux sociaux. On peut me parler inbox. Il y a beaucoup de compatriotes qui m'écrivent inbox. Facebook, Roland Mena, Facebook, inbox. On se parle et nombreux sont ceux qui le font déjà. Et j'invite d'ailleurs les autres qui ne l'ont pas encore fait à rentrer en contact avec moi en utilisant les réseaux sociaux. Et là, je donne des numéros de téléphone, je parle avec les personnes, on s'échange, on s'appelle et on fait un travail. Maintenant, au niveau de la République démocratique du Congo, j'annonce que bientôt nos locaux vont être établis et que l'on pourra physiquement venir nous visiter. Voilà, je rappelle que sur Facebook, c'est Roland Mena, R-O-L-A-I-N, Mena, M-E-N-A, et c'est celui qui pourra effectivement vous donner des réponses à toutes les préoccupations que vous avez. Et c'est toujours un plaisir de parler avec des Congolais qui veulent vraiment voir leur pays aller de l'avant, qui ne sont pas figés sur une quelconque personnalité, qui ne sont pas dans le chauvinisme béant, mais qui veulent parler du Congo. Parce que c'est vraiment fou que quelqu'un fasse plus de 55 ans en Europe et puis que la personne garde la nationalité congolaise. C'est déjà quelque chose qui montre à suffisance que vous êtes attaché à votre pays et que vous reveniez après tout ce temps pour participer à la reconstruction du pays dans votre domaine, en investissant dans votre domaine et en voulant changer peut-être le vécu quotidien de la population, non pas dans un groupe armé, mais en échangeant avec des idées. Tout à fait. C'est vraiment quelque chose de très, très positif que moi j'encourage particulièrement. Je rappelle que M. Mena Roland, il est secrétaire général de l'Isanga. L'Isanga qui est une structure
peut l'appeler politique aussi. En Europe, elle existe déjà, en France particulièrement, mais elle se veut être installée à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Par après, ce sera d'autres provinces aussi, évidemment. Et il est futur candidat à la députation nationale pour la circonscription de la Lukunga. Donc, habituez-vous à ce visage. De temps en temps, on aura à l'inviter. En tout cas, chaque fois que vous êtes à Kinshasa, ne manquez pas de passer sur ce plateau pour que nous échangions sur plusieurs sujets d'actualité. Non seulement de la politique, nos constitutions, ceci, mais parler du Congo, c'est quand même très bien de parler du pays. Et je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Et nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Les questions, vous le savez, on les pose toujours par SMS sur le numéro qui se trouve au bas de l'écran. Le prochain rendez-vous, c'est les jeudis à 21h juste sur Digital Congo. Et vous le savez, tous les bouquets pratiquement satellitaires nous prennent en relais. Et Canal Plus, c'est 343 sur Canal Sat. Et puis en province, d'ailleurs, on n'a même pas besoin d'avoir un bouquet. On est capté dans tous les chefs-lieux avec son antenne. Donc nous sommes captés en clair. Nous vous disons merci pour la confiance placée en cette émission et très bonne suite des programmes sur Digital Congo. Au revoir. Monsieur Bena, je vous remercie.